Elle, c'est Jonia, une jeune femme très jolie, intelligente et que tout le monde adore. Ça, c'est un lieu de crime, absolument monstrueux, où s'est déroulé un véritable carnage. Et lui, c'est un témoin clé, ou peut-être un suspect. Finalement un peu des deux. Alors comment tout ça a pu donner une affaire criminelle aux multiples rebondissements? Eh bien, c'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Installez-vous. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle. Bon, la plupart d'entre vous êtes très fidèles à la chaîne, alors vous me connaissez bien. Et si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner, qu'on essaye d'aller titiller la barre des 300 000 abonnés sur cette chaîne. Un grand merci à vous de me regarder, je vous raconte donc l'histoire du jour. Nous sommes le lundi 6 décembre 2004. Il fait nuit noire dans la ville de Knoxville, en plein cœur du Tennessee, aux États-Unis. Mais au milieu de la nuit, il y a un petit magasin qui éclaire la rue. C'est en fait une station essence, et le pompiste, comme chaque soir, passe un moment plutôt tranquille. Voilà bien plusieurs minutes que le dernier client est parti. Sauf que la sonnette de l'entrée du magasin retentit. Tiens, curieux, parce que l'homme n'a pas vu de voiture s'approcher des pompes à essence. Pourtant, il y a bien un individu qui se tient devant lui. Et franchement, il n'est pas en bon état. Il est même salement amoché. Cette personne est complètement recouverte de sang. Qu'est-ce qui est arrivé à ce pauvre gars? Le gérant va vite comprendre. Et quand il saisit, il téléphone immédiatement à la police. Knox County 911. There's a man that just walked in the store. He's heavily bloodied. Looks like he's been in a fight. His roommate's still in there. Apparently somebody broke into his house. Is his roommate okay? He doesn't know. Okay, can I talk to him, please? Sure. Ce résumé aux forces de l'ordre est bien sûr inquiétant. Une intrusion avec violence, ce n'est jamais bon signe. D'autant plus que dans ce cas, à moins de 2 km de la supérette, il y a une jeune femme qui lutte pour sa vie. Pourtant, quelques minutes auparavant, elle dormait paisiblement dans son lit, emmitouflée dans sa couette. Mais alors, que s'est-il passé? Cette fois, c'est la victime elle-même qui s'exprime au téléphone, et qui explique avec un peu plus de précision les événements qui sont survenus il y a quelques instants. We're both sleeping. I just felt somebody stab me right in my chest. Somebody stabbed And you? hit me in my face. And the first thing I did was get up and run. Okay, what about your roommate? She was screaming very loud. Okay. Didn't have any time. I just got out of there. Alright, what's your name? Jason Amami. Jason? Amami. And I Okay. need an ambulance for that. I'm bleeding out here pretty bad. Parmi les informations récoltées lors de cet appel, il y a l'adresse où l'agression vient de se produire. Une patrouille de police est donc envoyée à l'appartement afin de s'assurer du bien-être de la deuxième personne vivant dans le logement. Comme l'a dit Jason Aimami, quand il s'est enfui, sa colocataire était encore dans le domicile, et elle criait. Mais puisque le jeune homme a réussi à quitter le lieu de l'agression, qu'il est parvenu à appeler à l'aide, les forces de l'ordre pensent que cela ne devrait pas être aussi grave qu'ils le pensent. C'est donc à 4h30 du matin que les policiers se présentent à l'appartement de Jason et sa colocataire. Mais en arrivant, finalement, les agents comprennent immédiatement que la situation est bien pire qu'ils l'imaginent. Une femme est allongée dans l'entrée du complexe d'appartements. Elle est recouverte de sang, tout comme les murs autour d'elle. Heureusement, les policiers se sont déplacés rapidement. La victime est encore en vie. Cette jeune femme, c'est Jonia Berry. Elle a 21 ans et elle lutte pour ne pas mourir. Les agents essayent de parler avec elle, mais visiblement, elle ne parvient pas à émettre le moindre son. Son état est inquiétant, parce qu'elle essaye de communiquer, mais seuls des sons incompréhensibles s'échappent de sa bouche. Une ambulance est contactée. Tandis que l'un des agents reste avec la victime, un autre grimpe les escaliers menant au logement de Jonia, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres personnes blessées, ni l'agresseur encore à l'intérieur. La porte est maculée de sang. Elle est aussi entr'ouverte, et le policier entre doucement, arme au poing dans une main, lampe torche dans l'autre, parce qu'il fait très sombre dans cet appartement. Finalement, il appelle son collègue en renfort pour explorer le lieu du crime. Le stress monte chez les agents des forces de l'ordre. C'est toujours effrayant ce genre d'ambiance. Même pour des personnes qui y sont confrontées quotidiennement. Ils avancent avec prudence, sans faire un bruit. En balayant le couloir avec leur lampe torche, ils peuvent apercevoir du sang partout sur les murs blancs du logement.
Mais en arrivant devant la chambre de Jonia, leur sang se glace. Il y a une énorme trace de main ensanglantée sur le mur. La porte est entr'ouverte, avec une constellation de gouttelettes de sang qui la recouvre. C'est l'horreur absolue. Et dedans, c'est encore bien pire. Le sang est présent en encore plus grande quantité. Le lit de la jeune femme en est trempé. C'est juste choquant. Dans cette petite pièce, le chaos est complet. Jonia s'est battue pour survivre, c'est évident. Et c'est pour ça que tout est en désordre. Bon, les policiers doivent se ressaisir. Ils sont sous le choc de leur découverte, mais ils contrôlent une nouvelle fois que l'appartement est sécurisé, puis retournent à l'entrée auprès de la victime. Les policiers apportent leur soutien à Jonia, qui lutte toujours. L'ambulance arrive enfin, et prend en charge la jeune femme avant de traverser la ville à la vitesse de l'éclair pour essayer de lui sauver la vie. Le futur de Jonia est donc entre les mains des médecins urgentistes. Les policiers, quant à eux, se mettent immédiatement au travail sur le lieu du crime. En attendant que leurs témoins puissent parler en la personne de Jason, qui a été hospitalisé, c'est la recherche de preuves et d'indices qui est prioritaire. L'appartement de la jeune femme est passé au crible. Les moindres recoins sont analysés par les enquêteurs, mais aussi par la police scientifique, arrivée depuis peu sur les lieux. Et ils ont fort à faire. Du sang, il y en a partout. Alors ils collectent tous les échantillons nécessaires dans la chambre de Jason, celle de Jonia, le reste du logement ainsi que le couloir à l'extérieur. Ces analyses devraient permettre de comprendre les événements qui se sont déroulés ici, et notamment où se trouvaient Jason, Jonia et l'agresseur au moment des faits et de l'intrusion. Parce qu'il faut bien comprendre que le fluide humain est tellement répandu qu'il y a des traces de pas, de mains ou encore des empreintes digitales absolument partout. Et au bout du compte, la violence de l'attaque est en fait une aide précieuse pour les autorités. D'après les premiers retours, Jonia a été attaquée de la même façon que Jason, à l'aide d'un couteau. C'est une information qui compte, parce que dans le couloir, devant les chambres des deux victimes, il y a un couteau qui est au sol. Dessus, il y a une empreinte dans le sang. Le couteau, quant à lui, est complètement déformé. Cela peut paraître surprenant de voir une lame totalement tordue, mais pas pour les policiers. Asséner des coups de couteau, cela demande une grande puissance pour blesser, voire tuer un autre être humain. Alors si ce n'est pas un couteau spécifique pour le combat qui est utilisé, comme cela ne semble pas être le cas, il est possible de retrouver l'arme dans cet état. Les experts continuent d'analyser la zone. Ils observent de nombreuses gouttelettes de sang semblant s'éloigner de l'une des chambres de l'appartement, comme si quelqu'un avait quitté cette pièce. Les accès au logement, eux, sont intacts. Pas de traces d'effraction sur la porte d'entrée ou sur la porte donnant à l'arrière du bâtiment. Les fenêtres n'ont pas été forcées non plus. En remarquant cela, la première réaction des enquêteurs présents sur place est de penser que l'assaillant est un individu qui connaît soit Jason, soit Jonia. Cependant, puisque Jason a réussi à s'échapper, les enquêteurs supposent qu'il est plus probable que Jonia fût la cible de l'agresseur. Il ne lui a laissé aucune chance de partir. Et surtout, il s'est acharné violemment sur elle. Il y a donc une dimension personnelle pour les policiers. L'attaque n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas un rôdeur ou un cambriolage violent. C'est quelqu'un de proche. En observant la chambre de Jason, les agents découvrent une large empreinte de pas ensanglantée. Ce qui est logique, dans la mesure où le jeune homme leur a dit avoir été victime de l'agression également. Il s'est enfui sans se retourner. Et après tout, c'est compréhensible, après avoir reçu plusieurs coups de couteau en plein sommeil. Seulement, ce que les enquêteurs ont du mal à saisir, c'est pourquoi l'intrus l'a-t-il laissé s'échapper? Pourquoi lui a réussi à fuir et pas Jonia? En fait, non. La première question, c'est comment a-t-il fait pour s'échapper? Il dormait, il a été poignardé et a réussi à survivre. Peut-être que l'individu ne savait pas qu'il se trouvait dans l'appartement. Il est venu pour Jonia. Ses cris ont réveillé Jason, et l'agresseur a essayé de le tuer à son tour. C'est possible, mais voilà déjà un point que les enquêteurs trouvent très surprenant. D'autant plus sans trace d'effraction découverte. Les forces de l'ordre poursuivent l'investigation, et trouvent du sang sur les portes des autres appartements de l'immeuble. Les détectives comprennent que Jonia a essayé d'alerter ses voisins pour obtenir de l'aide. Sauf que personne ne s'est décidé à ouvrir la porte, alors qu'une femme se faisait poignarder dans le couloir. C'est même pire que cela. Aucun voisin n'a appelé la police. Alors certes, c'était au beau milieu de la nuit. Simplement, aucune porte ne s'est ouverte. Personne n'a réagi, alors qu'il y avait du vacarme dans les couloirs. D'ailleurs, les enquêteurs
sont informés que leur enquête pour agression vient de se transformer en enquête pour meurtre. Jonia est morte à l'hôpital quelques minutes après son arrivée entre les mains des médecins qui n'ont rien pu faire. Ses blessures étaient bien trop graves. La famille Berry est sous le choc. D'ailleurs, elle ne comprend pas comment une telle chose a pu se produire. Leur fille est adorable. Tout le monde aime Jonia. Et surtout, elle n'a aucun ennemi. Enfin, ça, c'est ce que ses proches imaginent. Les enquêteurs, eux, ont déjà un nom qui leur saute aux yeux. Et ils ont bien l'intention de faire monter la pression sur leur suspect principal. Sauf que cela ne va pas s'avérer aussi simple que prévu. Jonia Berry était donc une jeune femme de 21 ans, sans problème. Sa famille l'aimait, ses amis aussi. C'était une personnalité hyper agréable, très intelligente aussi. Elle a été la plus jeune étudiante à entrer à l'université du Michigan en droit, même si finalement elle n'appréciait que peu la matière. Et Knoxville, normalement, c'est une ville paisible, où elle aurait dû s'épanouir, et pas mourir aussi brutalement. Bon, c'est à relativiser, parce que si vous avez vu ma vidéo sur Krista Pike, elle aussi a été la plus jeune à entrer quelque part. Mais c'était dans le couloir de la mort au Tennessee. Mais à part ça, Knoxville, c'est bien. Alors, comment Jonia s'est-elle retrouvée dans l'appartement où elle a été mortellement poignardée ? Comme je vous l'ai dit, la jeune femme n'appréciait pas le droit. Alors, après avoir obtenu son diplôme, elle s'est réorientée. C'est la psychologie de l'enfant qu'elle voulait étudier. Elle s'est donc inscrite dans ce nouveau cursus. C'est comme ça qu'elle a atterri à Knoxville. Maintenant, comment est-elle devenue la colocataire de Jason ? À cette époque, le jeune homme sortait avec une bonne amie de Jonia. C'est de cette façon qu'elle l'a connu. Ensuite, Jason, qui vit à Knoxville depuis un moment, a dit à la jeune femme qu'il avait une chambre vide dans son appartement et qu'elle pourrait alors emménager. Ce qui, finalement, arrangerait tout le monde au bout du compte. Bon, avec du recul, pas tant que ça. C'est un bon appartement jusqu'à ce qu'on y meure. Oui, parce que Jonia n'y est restée que 6 semaines avant d'y avoir été sauvagement assassinée par un inconnu. Jason, lui, est à l'hôpital. Il est en train de se remettre des blessures au couteau qu'il a subies. Les policiers, eux, doivent trouver leur premier indice. Et en discutant avec la famille de la victime, ils découvrent qu'elle était fiancée. Et comme elle a été poignardée plus de 20 fois, c'est personnel. Le tueur la connaît et automatiquement, Jason White, son futur époux, est le premier nom sur la liste des suspects. Il vit encore dans le Michigan, mais évidemment, il reste très proche de sa fiancée, en l'appelant tous les soirs pour garder le contact. A priori, ce garçon a tout du gendre idéal. Il étudie afin de devenir avocat, il vient d'une très bonne famille et n'a aucun antécédent judiciaire. Mais se pourrait-il qu'avec la distance, une forme de jalousie mortelle se soit immiscée dans le couple ? C'est une piste prometteuse. Pourtant, elle ne mène à rien. Le soir du meurtre, Jason a téléphoné à Jonia, à environ 23h30. Grâce à la géolocalisation, les enquêteurs apprennent qu'il a passé ce coup de fil depuis l'État du Michigan, et donc qu'il était matériellement impossible pour lui de faire l'aller-retour jusque dans le Tennessee. Bon, pour ce premier suspect, la piste s'arrête aussi sec. Sauf que les espoirs de la police ne s'éteignent pas tout de suite, puisqu'il y a un deuxième suspect, au moins aussi évident que le fiancé, le colocataire, Jason. En étant présent sur le lieu du crime, mécaniquement, cela fait de lui une personne d'intérêt. Les enquêteurs se demandent s'il est mêlé à tous ces événements, bien qu'il y ait tout de même un gros doute. Eh ben oui, il est à l'hôpital, il a reçu plusieurs coups de couteau, notamment à la poitrine, à la main et au visage. Ses blessures sont graves, mais pas autant que celles de Jonia. D'ailleurs, le jeune homme a pu quitter l'hôpital le lendemain. L'occasion pour la police de le convoquer pour discuter avec lui des événements. C'est donc le 7 décembre 2004 qu'il s'installe avec les enquêteurs et commence à raconter. Bien sûr, l'une des premières questions posées à Jason est celle de sa relation avec sa colocataire. N'y aurait-il pas un amour secret ? Mais visiblement, Jason répond avec assurance que non. Il explique que ce soir-là, il est allé se coucher autour de minuit. Dans la nuit, il a entendu des cris. Il a d'abord pensé que Jonia faisait un cauchemar. Il a alors regardé son réveil, sur lequel est notée l'heure, 4h du matin. Il s'est levé, a ouvert la porte de sa chambre et a vu la silhouette d'un homme dans l'appartement. Mais surtout, il affirme que cette personne venait de sortir de la chambre de sa colocataire. Il ne comprend pas bien ce qu'il se passe, mais avant qu'il ne réalise quoi que ce soit, il est violemment attrapé par cet homme et jeté sur son lit. À ce moment,
L'individu le poignarde plusieurs fois, dont au visage ainsi qu'à la poitrine. Jason essaye de se défendre, alors par réflexe, il saisit la lame, ce qui lui inflige une grave coupure à la main. Seulement, sa résistance face à son agresseur semble déstabiliser ce dernier, qui laisse un micro-moment de répit au jeune homme, qui obtient alors une occasion en or de fuir, qu'il saisit. Ensuite, vous connaissez l'histoire. Il est arrivé au petit magasin pour téléphoner à la police. En soi, la version de Jason est tout à fait plausible. D'ailleurs, le fait qu'il ait fui est le comportement que la plupart des gens auraient eu. Et cela vient appuyer positivement ses dires. Sauf que la police conserve des doutes. Ce sont les blessures qu'il a subies. En les observant de plus près, elles sont quasiment superficielles. Notamment cette fameuse coupure qu'il a au niveau de la main. Elle ne semble pas avoir été faite dans les conditions qu'il a décrites. C'est suspect. La grande question est donc la suivante. Jason Aimami a-t-il tué Jonia Berry avant de créer une mise en scène pour s'en sortir ? Bon, visiblement, la version de Jason Aimami n'est pas claire pour les enquêteurs. Ils ont l'intime conviction qu'il y a un mensonge quelque part dans ce que dit le jeune homme. Mais bien entendu, des doutes, cela ne suffit pas. Et finalement, cela tient debout ces événements racontés par le suspect. Alors, les inspecteurs vont faire simple. Ils vont comparer l'histoire que Jason a délivrée en appelant la police, le soir du meurtre, à celle qu'il vient de donner. Et bingo. Enfin, si on peut dire. Bingo parce que, le soir du meurtre, Jason a indiqué très clairement au téléphone que Jonia criait à plein poumon au moment où il est parti. Ce qui est contradictoire avec les propos qu'il a tenus quelques heures plus tard devant les forces de l'ordre, où il disait ne plus se souvenir si sa colocataire criait ou non. Alors, attention, pour les enquêteurs, c'est une preuve qu'il faut approfondir la piste de Jason comme tueur. Mais d'un autre côté, qu'il soit confus sur ce point n'est pas si surprenant. S'il a réellement été victime de l'attaque, son cerveau a pu lui jouer des tours, non seulement au moment des faits, mais aussi quelques heures après, suite au choc. En tout cas, la seule chose dont il soit certain, c'est qu'il a dû déverrouiller la porte d'entrée pour sortir dans le couloir de l'immeuble. Cette certitude est un problème, dans la logique du déroulé des événements. Eh bien oui, si cette porte d'entrée était verrouillée, comment est-ce que l'intrus a pénétré dans le logement ? Jason a une explication pour les policiers. Habituellement, Jonia et lui déposent leur sac poubelle plein au niveau de la porte arrière de l'appartement et à l'extérieur. Il est donc possible que l'un d'entre eux ait oublié de fermer à clé cet accès. Et cela pourrait être de cette façon que le tueur est entré. Seulement d'après les proches de Jonia, mais aussi d'après Jason, la jeune femme s'assurait constamment que chacune des portes soit verrouillée. Mais le suspect est incapable de dire si le soir du meurtre elle avait bien effectué sa ronde habituelle. Ce qui l'arrange en quelque sorte. Il faut bien le reconnaître. Et surtout, c'est alors un vrai casse-tête pour les forces de l'ordre. Parce que si Jason s'est enfui par devant, à qui appartiennent les traces de sang découvertes à l'arrière de l'appartement ? C'est une énigme qui va mettre du temps à être résolue, dans la mesure où le laboratoire du département criminel de la police ne peut rendre ses résultats qu'au bout d'1 ou 2 mois, minimum. D'où la migraine pour les inspecteurs. Parce qu'ils doutent de Jason Aimami. Mais en l'état actuel des choses, il est autant suspect que potentielle victime. Et la police doit rester impartiale. Mais puisqu'il est présumé innocent, et dans le cas où il serait réellement une victime, il est alors le seul témoin oculaire du crime. Il lui est donc demandé de donner la description la plus détaillée possible du meurtrier, afin d'établir un portrait robot. D'après Jason, c'est un homme blanc, aux cheveux châtains, avec un menton bien dessiné, presque carré. Grâce à ce portrait robot, la police informe la population qu'elle recherche un homme avec cette apparence, et elle espère qu'une piste remontera. Mais en réalité, les forces de l'ordre ont tout à gagner. Cela sert de test également, afin de vérifier la véracité des propos de Jason. Le doute est évidemment toujours présent, et il n'est pas prêt de s'en aller, surtout après les funérailles de Jonia, parce que le jeune homme y était. 3 jours après le meurtre de la jeune femme, ses proches se sont recueillis, et le comportement du suspect numéro 1 de la police a marqué les esprits. Son attitude est décrite comme celle d'une personne nonchalante. Certains pensent qu'il est venu simplement pour se couvrir vis-à-vis des forces de l'ordre. D'ailleurs, les inspecteurs sont informés de tout ça. Mais comme pour ces versions qui ont un peu changé en quelques heures, là encore, il peut autant s'agir du comportement d'une personne coupable
que celui d'une personne innocente ayant subi un choc post-traumatique. Les gens ayant vécu une telle expérience, surtout celle d'avoir survécu à un assassinat, n'agissent pas comme les autres. Ils sont un peu perdus, pendant un bon moment après le choc. Alors, coupable ou victime ? La police penche pour la première option. Cependant, elle n'a pas de preuves directes. Et surtout, ce qui manque, c'est le mobile pour lequel Jason aurait tué sa colocataire. Les inspecteurs supposent qu'il a eu le béguin pour sa colocataire. Il a sûrement voulu de Jonia pour lui tout seul, mais s'est vu opposer un refus de la future mariée. Il y a eu une dispute et le meurtre. Bon, la police a encore un moyen de déstabiliser Jason, grâce à une reconstitution. 3 jours après ce massacre, les enquêteurs accompagnent le jeune homme sur le lieu du crime pour qu'il décrive précisément, étape par étape, ce qu'il s'est passé ce soir de décembre. Les agents scrutent minutieusement les moindres faits et gestes du suspect. S'il est le meurtrier, il faut en avoir le cœur net. La première chose étonnante, c'est que Jason décrit tout ce qu'il a fait sans émettre la moindre émotion, presque comme un robot. Et pour les enquêteurs, c'est un mauvais signe. En général, dans ce genre de cas, la personne impliquée se concentre tellement sur ce qu'elle doit raconter pour paraître crédible qu'elle met de côté les sentiments et les émotions. Pourtant, malgré ça, Jason reste crédible dans ce qu'il raconte lors de la reconstitution. Il reste suspect, mais il n'est plus seul sur la liste. Il y a un autre nom qui arrive sur le bureau des forces de l'ordre. Michael Percival. Qui est cette personne ? Et comment se retrouve-t-elle impliquée dans une histoire de meurtre ? Si Michael Percival devient un suspect aux côtés de Jason Aimami, c'est parce que des gens l'ont pointé du doigt après la publication du portrait robot. Il vient de commettre une série de cambriolages et de vols de voitures qui a attiré l'attention sur lui. Et comme il ressemble un peu au portrait robot, d'après certains habitants, ils l'ont balancé aux forces de l'ordre. Franchement, je trouve qu'il ne ressemble pas trop au dessin, mais bon, a priori, quelqu'un ne devait pas trop l'aimer. Comme Michael a la police aux fesses pour les nombreux crimes qu'il a commis, il y a un mandat d'arrestation contre lui. Il est retrouvé à son domicile. Premier point qui joue contre lui, il habite à moins d'1 kilomètre du lieu du crime. Au moment de l'embarquer pour son interrogatoire, deuxième point qui joue contre lui. Il met une paire de chaussures qui saute immédiatement aux yeux des inspecteurs. Parce que la semelle correspond en tout point à la trace de pas ensanglanté découverte chez Jonia et Jason. À cet instant, les inspecteurs sont persuadés qu'ils tiennent le tueur. Cela devient même une victoire pour les enquêteurs lorsque Michael avoue être impliqué dans le meurtre. Il dit que tout ça est lié à une histoire de drogue. Jason et Jonia devaient de l'argent à la mauvaise personne, un dealer en l'occurrence, qui était venu sur place pour récupérer son argent. Et il a fini par tuer Jonia et aurait dû tuer Jason. Alors ça, je n'ai jamais compris. Les gens qui doivent récupérer de l'argent tuent les personnes qui leur doivent cet argent. Mais après tout, ils concourent peut-être pour le prix Nobel de la connerie, allez savoir. Quoi qu'il en soit, Michael a été le chauffeur de ce dealer. Mais comme il prenait du temps, il est allé voir ce qu'il se passait. Et c'est comme ça qu'il a laissé une empreinte de pas dans l'appartement. Bon ben, l'affaire est pliée. Il n'y a plus qu'à vérifier les chaussures de Michael, puis lui faire cracher le nom de ce dealer. Sauf que, voilà une nouvelle épine dans le pied des inspecteurs. La semelle des chaussures du suspect ne correspond pas à l'empreinte ensanglantée. Elle ressemble, mais n'est pas identique. Comment est-ce possible ? Eh bien, Michael Percival est en réalité une personne très instable mentalement. C'est un mythomane. Il adore être le centre de l'attention. Et n'aurait aucun scrupule à s'approprier un meurtre pour cela. Autrement dit, retour à la case départ pour la police, qui a bien cru avoir bouclé son affaire. Retour à la case départ, mais aussi retour au premier suspect. Jason Aimami est sollicité pour passer au détecteur de mensonges. Et pas de chance pour les policiers, il ne ment pas. Ça sent l'impasse à plein nez. D'autant que les jours, les semaines puis les mois s'écoulent sans aucune avancée notable dans ce dossier. En réalité, à ce moment-là, l'affaire prend la direction des affaires non résolues. Et elle sera bientôt un cold case si rien ne bouge. Sauf que ça bouge, et c'est grâce à la science que l'investigation progresse. Vous vous souvenez, cela devait prendre plusieurs mois pour analyser tout le sang dans l'appartement. Eh bien, les scientifiques viennent de rendre leurs résultats. L'ADN de Jason et Jonia y est présent. Jusque-là, c'est logique. L'élément qui change tout, c'est qu'il y a un troisième ADN. Celui d'un individu mâle
et inconnu. C'est important, parce qu'alors, la version de Jason gagne en crédibilité. Il y avait bien une troisième personne lors du meurtre. L'ADN de cet individu est alors comparé avec la base de données nationale de la police américaine. Et compte tenu de la violence du crime, les agents sont certains qu'un nom va ressortir. Mais en fait, non, il n'y a rien. L'homme qui a commis ce crime, aussi surprenant que cela puisse paraître, n'a jamais eu affaire aux forces de l'ordre et n'a pas d'antécédent judiciaire. La police n'a donc aucune idée de qui est le tueur. Pourtant, il y a bien une personne qui pense savoir, et c'est grâce à une autoroute qu'un rebondissement va survenir. Nous sommes en avril 2007. Cela fait 3 ans que la police de Knoxville chasse un fantôme après le meurtre commis à l'égard de Jonia Berry. Un fantôme, mais un fantôme extrêmement violent qui en plus se fait discret. Pourtant, le portrait robot amène quelques tuyaux jusque-là. Mais ce sont soit des farces, soit des ex-femmes qui se vengent de leur ex-conjoint et qui ne ressemblent même pas au dessin. La police n'abandonne pas, mais la famille de Jonia non plus. Elle court après la vérité et souhaite bien savoir qui a tué la jeune femme de 21 ans. C'est pour cette raison que même 3 ans après l'homicide, les proches de Jonia continuent de placarder des affiches et même payer des immenses panneaux publicitaires jonchant les autoroutes de la région. Ce genre de panneaux publicitaires, cela marche bien pour les burgers aux États-Unis. Mais il faut être honnête, pour les affaires criminelles, bof. Bof peut-être, mais dans le cas du meurtre de Jonia Berry, cela conduit un homme à appeler le commissariat de Knoxville pour signaler qu'il vient de voir le portrait robot sur l'autoroute et qu'il ressemble à l'un de ses amis. Les policiers notent le nom, Taylor Olson, un jeune homme dans la vingtaine. Ils contrôlent dans leur base de données. Et visiblement, ce n'est pas un enfant de cœur. Loin de là. Il est connu des services de police pour des cambriolages notamment. Mais surtout, il y a un mandat d'arrêt contre lui parce qu'il n'a pas respecté les termes de sa libération conditionnelle. C'est une bonne nouvelle, parce que cela permet aux enquêteurs de l'arrêter et de l'emmener au poste sans éveiller les soupçons. Les inspecteurs essayent de jouer sur l'effet de surprise, en lui demandant s'il est impliqué dans le meurtre de Jonia Berry, qui remonte à 3 ans maintenant. Mais Taylor n'a pas l'air embarrassé par la question. Il dit que non, qu'il a vu son nom passer à la télévision comme tout le monde, seulement il n'a rien à voir. Les enquêteurs ne poussent pas vraiment plus, parce qu'ils n'ont pas besoin. Ils ont l'ADN du tueur. Alors ils se contentent de demander au suspect s'il accepte de donner son empreinte génétique, ce qu'il fait. Ensuite, il est renvoyé en prison pour le non-respect des conditions de sa libération conditionnelle. Il faut quelque temps pour mener l'analyse, mais les résultats arrivent sur le bureau des enquêteurs. Et c'est une nouvelle étonnante, parce que la correspondance ADN entre le tueur de Jonia et Taylor est confirmée. Taylor Olson est le meurtrier de Jonia Berry. Dans la foulée, le nouveau suspect numéro 1 dans le meurtre de la jeune femme de 21 ans est interrogé. Il dit d'abord qu'il n'était jamais sur place. Il ne sait pas pourquoi son ADN a été découvert dans cet appartement. Alors, beaucoup de meurtriers commencent par nier les faits, tout comme les innocents, vous me direz. Mais dans ce genre de cas, c'est histoire de tester la solidité des preuves en possession des forces de l'ordre. Sauf que, généralement, cela dure quelques heures. Mais dans le cas de Taylor Olson, 2 jours durant, et malgré l'ADN, il continue de nier en bloc. Cependant, les enquêteurs ne le lâchent pas. Et s'ils insistent autant, c'est pour avoir un dossier en béton au moment du procès. L'ADN, c'est bien, mais l'ADN et des aveux, c'est encore mieux. Finalement, sous la pression, Taylor Olson finit par craquer. Le jeune homme raconte que, le soir du meurtre, il était avec un ami, en train de chercher une voiture à voler. Ils font une première tentative, sur un parking juste à côté de l'immeuble de Jonia, sans succès. D'ailleurs, ils sont repérés, et quelqu'un leur crie dessus, ce qui les force à se séparer. Taylor se retrouve seul. Il a donc l'idée d'aller directement dans un appartement pour dérober les clés d'une voiture. C'est beaucoup plus simple. Le cambrioleur essaie d'ouvrir les portes des appartements, puis tombe sur l'entrée arrière du logement de Jonia et Jason. L'accès est déverrouillé, alors il entre pour trouver les clés de voiture. Une fois dans l'appartement, il se dirige vers la chambre de Jonia. D'après lui, elle avait un couteau et elle a commencé à le poignarder pour se défendre. D'après Taylor, Jonia devait dormir avec un couteau proche de son lit au cas où. Et visiblement, elle faisait bien. Malheureusement, cela s'est retourné contre elle. L'intrus dit que, pour sauver sa propre vie, il s'est déchaîné sur Jonia et Jason.
avant de s'enfuir. Ce sont des aveux. Par contre, les policiers pensent qu'ils ne sont pas le reflet de la vérité. En tout cas jusqu'au moment où Taylor arrive dans la chambre de Jonia. Pour eux, à cet instant, il n'était plus présent pour les clés de voiture uniquement. Il savait très bien que cet appartement était occupé, et dès lors il aurait pu fuir. Mais au lieu de cela, il s'est battu avec les 2 occupants. Les inspecteurs suspectent un mobile de nature sexuelle derrière ce crime. Le meurtrier serait entré dans l'appartement pour les clés de voiture. Puis, en voyant Jonia endormie, il aurait essayé de l'agresser sexuellement, avant d'être repoussé, et perdre totalement la maîtrise en découvrant une 2e personne dans le logement. S'il avait voulu fuir directement, il aurait pu le faire, sans avoir à attaquer les colocataires. Mais ça, ce sera au procès que le jury populaire devra trancher. Sauf que ce procès n'aura jamais lieu. À 5 mois du début des audiences, Taylor Olson est retrouvé pendu dans sa cellule. Jason Naimami, quant à lui, a quitté l'État du Tennessee après ce traumatisme. Voici pour cette affaire pleine de rebondissements. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez autoroute en commentaire. Merci d'être toujours présent sur les vidéos, ça fait extrêmement plaisir. Si vous avez oublié de vous abonner, n'hésitez pas à le faire et à liker la vidéo, c'est juste là. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Bye.